Selon les Chinois, vivre des ressources naturelles environnantes est une solution de rechange, mais aussi une manière de vivre en s'adaptant à la nature. Chaque kilomètre de terre utilisé soigneusement par les Chinois réside leur sagesse de la poursuite de l'aliment. De la plaine fertile aux rivières abondantes, du plateau sauvage aux villes modernes, la vitalité du verre est toujours accompagnée par l'harmonie entre l'homme et la nature. Pan Yinshou et Huang Lanzhong sont dans l'ethnie de Zhuang dans le Guizhou. Elles habitent dans le village Xiaoyou, à 300 km de Guiyang. On vient de cueillir des brindilles très fraîches, des feuilles bien normales, mais qui joueront un rôle magique pendant les jours fériés imminents. Le district Songjiang, dans la province du Guizhou, est une région montagneuse à forte concentration de l'ethnie Dong, Miao et Zhuang. Les locaux mangent du riz glutineux depuis l'Antiquité. Dans les champs en terrasse, au sein de la montagne, on cultive de l'Oryza sativa ou du riz glutineux. Les villages se dispersent au fond de la montagne, tout comme les îles sur la mer. Pan Yinshou et Huang Lanzhong peuvent parler le mandarin. Elles étaient toutes les deux à l'école secondaire, mais elles ne sortent jamais du district de Zhongjiang. Ce sont des feuilles d'érable cueillies dans la montagne à proximité. Tout est possible grâce aux cadeaux de la nature. Les locaux savent bien en profiter. Octobre est la saison de maturité du riz glutineux. Les villageois de l'ethnie Zhuang de Xiaoyou sont en train de préparer une fête pour célébrer la bonne récolte du riz. C'est la fête du riz nouveau. D'après les sensations gustatives, le riz a été classé par 2 catégories. L'Oryza sativa est celui qui est le plus glutineux. Il contient beaucoup d'amylopectine. Pan Yinshou et Huang Lanzhong mettent des feuilles dans l'eau bouillante. Après quelques minutes, du liquide aux couleurs jaune et vert apparaît. C'est l'agent colorant naturel pour le riz. Après avoir submergé dans l'eau colorante et cuit à la vapeur, le riz a été noirci. Et maintenant, elles utilisent une autre plante pour jaunir le riz. La façon de colorer de manière végétale est une sagesse antique. D'un côté, il nourrit le vif désir de la couleur de ce peuple renfermé. D'un autre côté, on a bien protégé la qualité naturelle de la nourriture. Le riz glutineux est très efficace pour résister à la faim. Les locaux y mettent beaucoup de confiance. Dans le village Diache, non loin de Xiaoyou, on cultive aussi du riz glutineux. C'est un village de l'ethnie Miao. Wang Xiaoshang a 58 ans. Les gens de son âge, on les appelle Nuowa. Ça veut dire l'enfant qui a grandi en mangeant du riz glutineux. Dans les années 60, le gouvernement local a vulgarisé un genre de riz à rendement élevé. Le riz à long grain est ainsi devenu la nourriture principale des locaux. Mais selon Wang Xiaoshang, on ne mange que du riz glutineux pour être robuste. Les champs en terrasse sont inaccessibles pour les moissonneuses. On utilise encore la faucille.
On doit être plus intelligent à cultiver le riz dans la montagne qu'en plaine. Tout au long de la chaîne de montagnes, les ancêtres de Wang Xiaozhang ont créé ces champs magnifiques. À l'Antiquité, le riz glutineux était l'aliment de base du peuple Wu et Yue. À l'époque des Qin et des Han, le peuple du Nord a poussé son expansion vers le sud. On a ainsi semé le grain du riz glutineux dans cette région. Aujourd'hui, le riz n'est pas la seule récolte. On trouve d'autres secrets dans les champs irrigués. Il y a 1000 ans, les ancêtres de Wang Xiaozhang ont découvert qu'on pouvait élever le canard et la carpe dans les champs irrigués. Ils servent de protection contre les insectes nuisibles au riz. Et leurs engrais sont de bons fumiers au riz glutineux. Jusqu'à présent, cette terre n'a jamais été polluée par des produits antiparasitaires. Le riz glutineux est donc de très bonne qualité. Mais il a une moitié de rendement unitaire par rapport au riz normal. Moins de 5% de l'étendue des cultures du riz est occupée par celui du riz glutineux. Les peuples montagnards sèment toujours les semences de leurs ancêtres. Ils ont besoin l'un de l'autre. Cette espèce ancienne de riz contient une riche diversité héréditaire. Elle sera encore plus rare et précieuse sur la table d'aujourd'hui et de demain. Dans le village de Wang Xiaozhang, un certain nombre de jeunes s'établissent dans la région urbaine. Ils sont hors des champs du riz glutineux. Au fur et à mesure du recul des champs de riz glutineux, la façon de vivre en groupe, liée par l'agriculture traditionnelle, disparaît peu à peu. Voilà l'aliment de base de la fête du riz nouveau. Pan Yinshao et Huang Lanzhong sont en train de préparer le poisson mariné au gros sel. C'est une région humide. Pour éviter la moisissure, on préfère mariner les poissons pour les garder plus longtemps. Les locaux pensent que le goût pimenté est efficace pour chasser l'humidité dans leur corps. Le goût spécial de l'itsea et l'acide du camphoria galangal fermenté sont les condiments indispensables pour le poisson mariné à la soupe acide. Un grand banquet va bientôt commencer. Le vin Wei du village est très connu. On le brasse avec du riz glutineux local. Ce pot de vin a été brassé par Pan Yinshao et mis en cave pendant 7 ans. C'est le moment de coordonner et de partager. Ce genre de banquet figure déjà dans la liste du patrimoine immatériel mondial. Les ethnies montagnardes ont créé ces plats délicieux sur le sol infertile grâce à leur sagesse. Mais pour les pêcheurs à la mer, il faut avoir une grande capacité professionnelle pour avoir une bonne récolte. Wang Defang est un plongeur novice. Son professeur, Wang Shuhui, qui est aussi jeune, a déjà une expérience de 15 ans.
Nous sommes en été, mais ces matériaux sont insuffisants pour résister au froid dans l'eau profonde. Aujourd'hui, c'est le premier jour de métier pour Wang Defeng. Il va finir ce trajet extraordinaire avec le guide de Wang Shuhui. Leur travail est de chercher une faune maritime précieuse. Cette holoturie est en train de dormir. Mais il paraît qu'ils doivent l'achever en avance. L'île du cerf de rivière se trouve dans le nord de la mer Jaune. Elle n'a qu'une superficie de 15 km². Sous la mer, on trouve une société prospère. Ce sont les produits précieux pour les Chinois. L'holoturie, la baleine et l'oursin notamment sont tous de très bonne qualité. Grâce à l'eau pure et des courants sous-marins animés. Pour Defeng, c'est un monde inconnu et étrange. À 30 mètres de profondeur, ce nouveau visiteur est mal à l'aise. Sous la mer, quand il fait noir, il a peur, une grande frayeur quand je tiens sa main. Je trouve qu'il a les doigts engourdis et qu'il tremble toujours. Les holoturies ont vécu sur Terre il y a 600 millions d'années. Jusqu'à présent, seuls les Chinois et les Espagnols ont le secret pour les cuisiner. Cette histoire a plus de 2000 ans. Mais les holoturies, capturées par Shuhui et Defeng, ne sont pas la population autochtone. 3 ans avant, des millions de jeunes holoturies cultivées artificielles ont été semées dans cette eau. Elles ont grandi naturellement avec leurs voisins sauvages. Au fond de la mer, on trouve aussi des abalones, des coquilles Saint-Jacques ainsi que des oursins. Aujourd'hui, c'est 2000 km² de zone maritime aux environs de l'île du cerf de rivière et la plus grande prairie maritime de Chine, voire d'Asie. C'est le résultat de la coopération entre l'homme et la nature. On a développé cette industrie en faisant attention à l'écologie. Les produits maritimes sont importants pour nous. Ils ont fourni des protéines principales pour la moitié des Chinois. Voici un plat célèbre, une spécialité de la province du Shandong. Les holoturies aux ciboules blanches. De très bonnes ciboules blanches du Shandong sont indispensables pour ce plat. Après l'étuvage, les holoturies deviennent gluantes, délicieuses et douces, en compagnie de l'arôme de la ciboule. Les Chinois préfèrent aussi la baleine, ce fruit de mer est le nouveau favori de la table des Chinois. Le commerce de fruits de mer est extrêmement rentable. Chaque matin, on voit les pêcheurs très occupés. Plusieurs bateaux de pêche ont été déployés. Les courants maritimes de cette zone sont assez animés. À fond quand il coule fort, c'est vraiment une tempête de sable et de pierre. C'est très difficile pour nous à avancer à contre-courant. Mais la récompense est riche. Quand il fait mauvais, sur les rochers où vivent des algues, on trouve les abalones. Des abalones très fraîches. Elles aiment se cacher dans l'écart des rochers. Ce n'est pas facile pour les chercheurs. La baleine est spécialiste de l'escalade. Ses ventouses peuvent supporter une attraction de 200 kg. Elle se colle aux rochers même s'il y a des courants forts.
Ce n'est pas un travail facile. Pour capturer une abalone, il faut faire attention sur la bordure du rocher. On a tiré tout à coup, on n'a qu'une opportunité. Quand Shuhui et Defang travaillaient durement, ils ne pouvaient attendre pour présenter leur récolte sur le marché. On ne voit pas certains fruits de mer, car la saison de la récolte vient tout juste de commencer. Wang Ruoxi a 45 ans, il est en train de préparer la dernière plongée de sa vie professionnelle. Il est un plongeur lourd. Les poids en plomb, le casque et les chaussures de fer, l'ensemble pèse plus de 50 kg. Cela lui permet de plonger à 40 mètres de fond. L'oursin est une espèce ancienne, mais les Chinois ne la consomment que depuis 30 ans, grâce à la popularisation du restaurant japonais. La meilleure façon de la goûter est de la manger crue. Les langues rouges d'oursin sont délicieuses, on peut simplement les goûter entre le mois de juin et le mois d'août. Après avoir fini cette mission, Wang Ruoxi va quitter ce poste. En Chine, les plongeurs lourds prennent leur retraite à 45 ans. Ce sera désormais au tour du jeune Defang. C'est un travail lourd. Pendant 6 heures consécutives, Defang et Shuhui doivent monter et descendre à plusieurs reprises. On doit toujours monter et descendre, le record de capturer 2 ou 3 000 kilos de coquilles Saint-Jacques. Quand j'étais à Dalian au grand restaurant, j'ai vu que les gens mangeaient de la ballonne, de l'auturie et de la coquille. J'étais très fier, c'était les fruits de notre travail, dur au fond de la mer. Ils sont épuisés. C'est le premier pot de récolte de Defang. Certaines coquilles sont mal formées. On les renvoie dans la mer. Ce n'est pas facile à pêcher dans une mer immense. Au lieu de plonger dans l'eau, les habitants vivant à côté du lac Tai sont habiles pour attendre que le fruit leur tombe dans le sac. Nous sommes au mois d'octobre. C'est la pleine lune. Le crabe xiaotai monte à terre. C'est l'heure de partir pour la mer, car la conduite instinctive ancienne les motive à chercher la route pour rentrer. Le crabe xiaotai vit dans un étang de 40 mues. À Ruzhou, dans le Zhejiang, 7 mois avant, 20 000 jeunes crabes ont été renvoyés ici. À l'époque, ils étaient comme un bouton. Et maintenant, ils sont si grands. Quelques jours avant, le crabe xiaotai a mué sa coquille pour la 19e fois. C'est la dernière fois et c'est très important. Cela montre qu'il devient enfin un crabe mûr. Les Chinois mangent du crabe depuis déjà 4000 ans.
Les bons cuisiniers chinois pensent que la meilleure façon pour cuisiner le crabe, c'est de le cuire à l'étuvée sans assortiment. On peut ainsi sentir ce goût naturel. Selon les Chinois, la gourmandise du crabe se trouve dans la carapace. Il faut une certaine technique et de la patience pour manger un crabe entièrement. Depuis longtemps, le crabe occupe une place très importante dans le menu des Chinois. Aujourd'hui, il est très rare de manger le crabe de rivière sauvage. Autrement dit, le crabe chinois à mitaine. Pendant la période de reproduction, ils font le déménagement des rivières et des lacs à l'estuaire du fleuve Changjiang. À cause du changement d'environnement écologique, ce genre de crabe est très rare à voir de nos jours. Le xiaotai est un crabe de reproduction artificielle. L'eau de cet étang vient du lac Tai. Il prend des herbes et des petits poissons et crevettes comme nourriture. Ils ont grandi assez robustes pendant une période plus longue que ceux qui mangent du fourrage. Bien qu'ils cohabitent ensemble, leurs prix sont différents. Leur prix dépend en fait de leur poids. Un crabe de 100 grammes coûte 25 yuan. Un crabe de 350 grammes, 20 fois plus cher sur le marché. Le crabe xiaotai est un crabe robuste qui fait plus de 350 grammes. La récolte des crabes dure seulement 2 mois par an. Et ils sont chers généralement. Donc ce n'est pas pour tout le monde. Par conséquent, un autre plat a vu le jour. On utilise des ingrédients normaux qui n'ont aucun rapport avec le crabe. À présent, c'est l'heure de magie pour le chef cuisinier. Tout est normal, sauf le résultat inattendu. Il a un goût similaire au crabe. En Chine, c'est un sujet intéressant, la transformation entre les goûts. Et on l'appelle carottes et pommes de terre au goût de crabe. Aujourd'hui, l'élevage de crabes est l'un des projets les plus rentables. Par exemple, il y a environ une centaine de crabes sauvages qui vivent dans presque 0,7 km² d'une rivière. Mais dans un étang de reproduction artificielle, le nombre de crabes est de 600. Cela signifie un manque de nourriture et d'oxygène pour le xiaotai et ses copains. Avec l'aide des herbes cueillies dans le lac Tai, l'eau de cet étang est purifiée. Elles servent également d'aliments favoris pour les crabes. Dans le pays natal du crabe chinois, les gens sont pleins de créativité. Le pain farci à la soupe de frais de crabe est un plat typique de Dinjiang. Tous les ingrédients raffinés, le frais et la viande de crabe. En respectant la tradition, on fait 32 plissements à chaque pain farci. Après avoir cuit à la vapeur, l'essence des ingrédients se fond dans la soupe au sein du pain. La peau fabriquée par la farine de blé est trop mince, comme un papier. Le secret de la peau est bien contrôlé par le maître des pâtes. C'est une ingéniosité sans pareille de Chine. Un défi pour le cuisinier, mais aussi pour les gourmets.
La plupart des consommateurs de crabes sont urbains, notamment à Shanghai. C'est une affaire géographique. Shanghai se trouve à l'estuaire du fleuve Changjiang. C'était ici le point de départ des crabes chinois pour se multiplier. Le crabe est toujours cher sur le marché, mais pour les Shanghaïens, c'est toujours un plat indispensable. Les gourmets du Sud sont les plus exigeants de Chine. Ils respectent le calendrier lunaire de la récolte du crabe. En septembre, les crabes féminins sont très bons. En octobre, on préfère manger des crabes masculins. 50 km au nord de Shanghai, c'est le pays natal du crabe chinois, l'île Chongming. C'est une île alluviale, la plus grande du monde. Et le delta du fleuve Changjiang est aussi une plaine alluviale qui a été transformée à la même période. C'est un pays d'abondance, d'une histoire de 1000 ans. Aujourd'hui, c'est une région développée en Chine. Nous sommes à Tsinghua, dans le Jiangsu. C'est une région rurale, semi-aquatique, au nord du delta. Une terre oubliée dans le processus d'urbanisation. Un midi, au milieu de l'été, Xia Juntai et sa femme Wang Yuanfeng entrent dans le lac en bateau. Ils sont en train de préparer l'irrigation. Un légume de grande taille hydrophile, on appelle ces petites îles comme le champ monticule au sein du lac. La plaine du cours moyen et inférieur du fleuve Changjiang est une région à forte densité de population en Chine. Il faut avoir du courage et de l'imagination pour la production alimentaire nécessaire dans une terre limitée. Les habitants de Tsinghua ont ainsi créé le champ monticule. Il y a 1000 ans, c'était un marais sauvage. Pour prévenir les inondations, on creuse du limon et on l'empile comme une île. Voilà comment prend forme le champ de monticule. Le taro de grande taille est la majorité des habitations de l'île. Le champ entouré par l'eau est un paradis pour le taro qui est hydrophile. Mais le travail de l'irrigation est trop dur. Monsieur Xia n'a pas beaucoup de place pour se tenir debout, d'autant que la tige du taro a une hauteur d'une personne. Cette écope a été inventée par les habitants locaux. Il faut bien jouer pour faire l'arrosage avec efficacité. Monsieur Xia arrose le taro 4 fois par jour et 1 heure chaque fois, pour bien répondre à sa demande hydrophile. Au moment du soleil brûlant, on doit les arroser beaucoup plus que normalement pour qu'ils grandissent vigoureusement. Monsieur Xia a 49 ans. Ses 2 fils travaillent dans la ville. Sa femme est son assistante indispensable. Pendant la période de croissance du taro, le couple Xia doit travailler dans le champ du matin au soir. Ils prennent leur déjeuner dans la nature. Le poisson du lac est un plat délicieux pour ces paysans. En été, on doit également fertiliser des champs de taro. Les engrais viennent à proximité. Ce sont les herbes et le limon du lac, le meilleur engrais organique. Le couple Xia veille attentivement sur le taro comme sur ses enfants. Voici l'automne, la saison de récolte. Il est grand ce taro, presque 4 kilos. En fait, on mange le grand bulbe du taro. C'est un aliment très nourrissant et très facile à stocker. Depuis 2000 ans, les Chinois cultivent largement le taro dans le sud du bassin du fleuve Changjiang. Il est mignon ce taro grand et parfumé. Monsieur Xia en est très fier.
Le taro cultivé au champ monticule est de très bonne qualité. Les gens de Xinhua pensent que c'est le cadeau de la condition géographique locale. Dans l'Antiquité, le rendement de céréales n'était pas déterminable par l'homme. Donc les Chinois à l'époque ont pris le taro comme aliment complémentaire. Dans la saison de récolte du taro, le crabe du lac vient de mûrir. Dans le menu de la cuisine du Jiangsu, on a toujours le tofu aux frais de crabe. Le tofu et le taro sont délicieux grâce à la sauce fondue de crabe. C'est une spécialité très connue. Monsieur Xia préfère la viande braisée au taro. On mélange ces deux ingrédients. La viande devient moins grasse et le taro prend le goût de la viande. À Xinhua, le taro est indispensable à la table des jours fériés. Monsieur Xia est peut-être le dernier agriculteur de sa famille qui habite depuis des générations à Xinhua, une région développée de Chine aujourd'hui. Il profite de sa vie à la campagne où se trouvent des champs monticules et sa maison. En respectant la condition géographique, les habitants de Xinhua ont obtenu de gros bénéfices grâce à ces champs. Cette adaptation est due à la sagesse des habitants locaux. Nous sommes à environ 4000 mètres d'altitude sur un plateau. Nous sommes un matin du mois d'août. Il fait encore froid au plateau. Gezan se lève très tôt ce matin car c'est un jour important. Toute la famille est encore au lit. Sangdi est travailleuse. Dans 2 jours, on va boire du bon vin d'orge, fabriqué par elle. Un jour commence avec espoir. Le plateau Qinghai-Tibet, le toit du monde. Le fleuve Yarlung Dangbo sort de la montagne de neige en direction de la vallée au sud du Tibet. Une région agricole riche et prospère s'est formée, Rikoze. Les Tibétains locaux cultivent de l'orge montagneuse, ils prennent l'orge comme aliment de base. Ils ont vécu avec opiniâtreté dans ce plateau inculte en mangeant cette céréale. Les grains d'orge ont absorbé complètement l'eau dans le chaudron. Ensuite, c'est une mesure importante. Il fait trop chaud, le vin sera donc amer. Mais Sangdi contrôle la température. Dans les champs, l'orge tibétaine est presque mûre. En chinois, on l'appelle Xingke. Elle contient le plus de glucose. C'est une plante résistante au grand froid, une céréale de plateau. Sur le plateau de dépression atmosphérique, il est impossible de bien cuire la nourriture dans l'eau non bouillante. On doit tout d'abord préparer ces grains dans un wok pour bien les cuire. Le siba est un genre de boulette fabriqué à base d'orge, la poudre d'orge et le thé au beurre. Le beurre et le fromage du lait sont les meilleures garnitures du siba. Cette combinaison alimentaire hyper calorique est pour répondre à la demande des gens qui vivent sur le plateau, où il fait toujours froid. Les locaux ont besoin d'énergie qui réside dans les grains d'orge. Chaque point d'orge a beaucoup de signification.
On célèbre la fête Wanguo juste avant que l'orge tibétain ne soit mûr. On fait des tours dans les champs, une cérémonie indispensable pour chaque famille du village. Madame Sangzi est là pour participer à cette cérémonie. Elle a une histoire de plus de 1000 ans à Jikoze. C'est un moment où l'homme exprime sa vénération et sa gratitude à la nature. Nous remercions Dieu qui nous a donné les graines d'orge. De génération en génération, nous avons vécu grâce à cette céréale. Dieu, mon Seigneur, on vous prie pour un temps favorable, pour une belle récolte d'orge. Sur l'autel, on voit les marques de main aux poudres de l'orge, qui ont été confiées à un symbole spirituel. On croit que la voix de prier va ainsi être relue par Dieu. La fête durera une semaine. Chaque famille a sa propre tente multicolore. Le vin de Sangzi est prêt. Pendant la fête, chaque maîtresse de maison doit fabriquer le vin d'orge. J'espère que tout le monde préférera le mien. Le vin de Sangzi est doux et frais. Il mérite des éloges. La nourriture tibétaine est simple comme les affaires de ce plateau. Cette simplicité attire beaucoup de clients dans les grandes villes de Chine. Tous les ingrédients sont naturels, la combinaison est variée en utilisant des nouveaux moyens de cuisine. Pour la plupart des Chinois, tout est mystérieux et désirable sur le plateau Qinghai Tibet. La moisson d'automne commence. La saison du mûrissage de l'orge tibétain a 2 mois de retard par rapport aux autres céréales de la plaine centrale de Chine, à cause du climat. La saison de récolte tombe dans une période pluvieuse. Les voisins se sont aidés mutuellement à moissonner l'orge dans les champs. Des faisceaux d'orge sont rangés avec ordre sur terre. De loin, on voit la montagne Himalaya. Il est difficile pour les paysans de ce plateau d'imaginer comment les habitants urbains se sentent dans la nature. Zhang Guochun est pékinois. Au printemps, il ne fait ni boxe tati, ni promenade avec ses oiseaux. Ces activités d'intérêt des vieux pékinois ont été remplacées par un chant sur le toit de sa maison. Dans 5 mois, Guochun va créer une merveille suspendue dans cette grande ville. Beijing est la plus grande ville du nord de la Chine. Elle a une population de 20 millions d'habitants. Beijing était l'ancienne capitale de plusieurs dynasties chinoises de plus de 800 ans. Aujourd'hui, c'est une métropole dynamique. Des grands bâtiments sont partout et entourent la cité interdite ainsi que les petites ruelles très anciennes. Guochun habite dans un routong. Il a un rêve, avoir son propre potager.
Un souhait coûteux. La terre est très précieuse dans cette grande ville de 20 millions d'habitants. Alors Guichun monte au toit pour réaliser son rêve. Des semences attendent sous la terre. Dans ce petit étang, on trouve encore des glaces de l'hiver. Mais le toit de Guichun va changer d'image en été. J'achète des sols en 3 camions et je les ai transportés au toit par baril. Les voisins m'ont donné des conseils et dit qu'il était impossible de cultiver des légumes dans les sols sur le toit car il faut toucher la terre pour se revitaliser. Mais je ne crois pas, j'ai fait des essais à plusieurs reprises. En fait, j'ai appris la culture des plantes médicinales à l'école. J'en ai trouvé certaines très douces et les ai mélangées dans l'engrais, c'était très efficace. J'étais moi-même très surpris. Tout est grand dans mon jardin. L'année dernière, le plus grand melon faisait presque 20 kilos. Les habitants des villes achètent des légumes au marché. Mais Guichun vit en autarcie et il est très fier de son nouveau métier. Les tomates de Guichun sont fraîches. Elles ont un goût authentique. Guichun est aussi un bon cuisinier et il est très créatif. C'est mon invention, vous ne la trouverez pas dans n'importe quel restaurant. Je les mets en friture, au feu lent, je les tourne lentement, il faut contrôler le niveau. Ces fleurs deviennent brunes, elles sont belles et du sel poivré, voilà c'est prêt. Ça sent bon, croustillant et tendre. Ce sont des plats de famille très normaux. Ce qu'on préfère le plus, c'est la bonne qualité des ingrédients. En général, on voit des toits nus. Partout dans la ville, chez Guichun, on a trouvé de la vitalité. Sortez, c'est libre à l'extérieur. Vous allez n'importe où et retournez pour dîner, ok? C'est un champ de rêve. Un potager sur le toit. En fait, Guichun a rencontré des difficultés au début des travaux. En été, à midi, il fait très chaud. Et les sols de 15 cm de haut manquent d'eau. J'ai demandé beaucoup de gens. Personne pense qu'on fait l'arrosage à midi. Des plantes sont en danger. Elles manquent d'eau. Mais Guichun a une idée. Je fais l'arrosage lentement, de temps en temps. Les plantes s'adaptent à cette manière, elles sont sauvées. 2 semaines après, la situation est stable. J'ai réglé ce problème. La chaleur est un vrai problème en été. À Beijing, il fait chaud et il n'y a pas de vent. Dans le potager de Guichun, il fait frais. Ce toit, qui mesure moins de 100 mètres carrés, est couvert de verre.
C'est un cadeau offert par Gwechun pour la ville. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'automne selon le calendrier chinois. Et Gwechun invite ses voisins à manger des raviolis chinois chez lui. Mangez, mangez! Vous avez faim, n'est-ce pas? Mangez, mes amis! La farce des raviolis est faite à base de courgettes plantées chez Gwechun. Elle grandit tous les jours, jusqu'à aujourd'hui. Regardez, j'en suis très fier. Elle est comme un enfant. Elle pèse 10 kilos à peu près. Ça fait combien si l'on l'achète sur le marché? Il n'y en a pas. Cette grosse courgette. Dès le début de l'automne, le temps devient froid. Et dans le nord de la Chine, on préfère manger des raviolis. C'est une tradition pour résister au froid. La farce est composée de viande et de légumes. C'est l'un des aliments préférés des Chinois. Allez, je vais chanter pour vous. Bravo! 火红的太阳刚出山，朝霞铺满了半边天。从公路上走来了人两个，一个老汉，一个青年呐。 Bravo, elle est bonne cette farce de courgettes. C'est sûr. C'est bon. Oui, bien sûr. Chaque soir, dans les restaurants de Beijing, il y a des menus différents. En ce moment, Gwechun et ses amis dégustent des plats délicieux. Attention tout le monde, écoutez, ne sortez pas trop loin, évitez des querelles avec les grands oiseaux, retournez quand il pleut. Allez, allez jouer. Dans chaque localité, les Chinois recherchent des ingrédients dans la nature pour exprimer leur vénération du ciel et l'amour de la patrie. Un écrivain a décrit la pensée de la vie des Chinois. Les Chinois expriment toujours leur gratitude au ciel quand ils travaillent au champ ou mangent chez eux.